Bonjour à tous. Alors, il m'a fallu un peu de temps pour trouver l'énergie nécessaire pour faire cette vidéo, en cette période forcément un peu difficile. Et l'énergie, il en fallait pour cette vidéo parce que c'est vraiment un gros sujet. Alors, j'ai l'impression de dire ça pour toutes les vidéos, c'est un gros sujet, mais en même temps, dans le burn-out, des gros sujets, il y en a beaucoup. Et le gros sujet du jour, c'est les causes du burn-out, et ça commence maintenant. Avant de parler de ce qui cause le burn-out, parlons de ce qui ne cause pas le burn-out, c'est-à-dire les idées reçues. Donc le burn-out n'est pas causé par une trop grande faiblesse de la personne qui est incapable de tenir un rythme de travail ou de tenir la pression qu'on lui impose. Le burn-out n'est pas non plus causé par une overdose de travail ou une overdose de stress. Alors je ne dis pas que ces choses-là n'ont rien à voir, n'ont aucun rôle dans le burn-out, mais dire que c'est LA cause du burn-out, c'est tout simplement faux. C'est faux parce qu'il n'y a jamais une cause unique à un burn-out. C'est toujours le fruit de facteurs multiples, et en plus de ça, ces facteurs multiples ont différentes dimensions, et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Et évidemment, le burn-out n'est pas symptomatique d'une personne paresseuse qui n'a pas envie de travailler et qui préfère profiter d'un arrêt de travail bien pratique. Je sais qu'il y a des gens pour penser ça, mais ces gens-là, bizarrement, changent immédiatement d'avis le jour où ils font un burn-out et où ils comprennent ce qu'est vraiment le burn-out, c'est-à-dire pas du tout ça en fait. C'est pas un truc qu'on s'imagine, c'est une vraie maladie, un vrai mal que l'on subit et que l'on a intérêt à comprendre. Et si vous voulez avoir une idée de ce qu'est effectivement le burn-out, je vous conseille ma dernière vidéo où 5 personnes partagent leur burn-out, le chemin qui les y a conduits, leurs symptômes, comment elles le vivent, etc. C'est des témoignages qui parlent vraiment d'eux-mêmes, je vous conseille vivement et je vous mets le lien au-dessus. Je le disais, le burn-out n'est jamais causé par un unique facteur, mais par une combinaison de facteurs multiples, et c'est pas forcément évident à comprendre, mais ces facteurs ne sont pas forcément extrêmes. C'est leur nombre et le fait qu'ils nous grignotent, ils nous rongent sur une longue période, qui mène au burn-out. Et je dis que c'est pas forcément évident à comprendre, parce que c'est pas intuitif que quelque chose d'aussi extrême que le burn-out puisse être créé par des facteurs qui, pris séparément, pris hors contexte, peuvent sembler assez inoffensifs en fait. Mais c'est tout simplement le principe d'érosion, c'est-à-dire qu'une vague en soi, c'est relativement inoffensif, mais si on prend des vagues en continu pendant des années, des décennies, des siècles, ça finit par faire s'écrouler une falaise. Dans le burn-out, c'est la même chose. Plein de petits facteurs qui peuvent sembler infimes comme ça vont en fait se combiner pendant des mois, des années, voire des décennies, et vont créer des petites irritations qui petit à petit vont nous grignoter de l'intérieur et qui vont devenir au fur et à mesure de plus en plus insoutenables jusqu'au burn-out. Et c'est la raison pour laquelle il est très difficile pour une personne en burn-out de répondre à la question pourquoi est-ce que tu as fait un burn-out ? Parce qu'on peut donner 1, 2, 3 raisons, mais on peut difficilement donner en fait la pleine mesure du processus qui va conduire petit à petit au burn-out. Il faut également comprendre que le burn-out, c'est pas uniquement des choses qui nous tirent vers le bas, c'est aussi l'absence de choses qui nous poussent vers le haut. C'est-à-dire que le burn-out, c'est fondamentalement un déséquilibre entre nos contraintes, ces choses petites et grandes qui nous pompent de l'énergie, qui nous grignotent petit à petit, et nos ressources, c'est-à-dire ces choses qui vont recharger la batterie, qui vont nous faire du bien. Ça peut être les choses qui nous motivent, ça peut être de faire une pause, ça peut être de déconnecter, ça va être l'aide que l'on reçoit, les outils dont on dispose, la reconnaissance que l'on obtient, etc. Et les contraintes, comme les ressources, sont des choses très personnelles. C'est-à-dire que ce qui est une contrainte pour une personne pourrait être une ressource pour une autre, et une ressource très importante pour une personne pourra n'avoir absolument aucun effet sur une autre. Tout ça fait qu'il n'y a pas qu'une seule forme de burn-out. On parle de burn-out, de brown-out, de bore-out. Mais moi, pour ma part, je suis pas trop fan de ces distinctions parce que ça donne l'impression qu'il y a des catégories, des cases précisément définies pour les différents cas de burn-out, alors qu'en fait, la réalité est un peu plus floue, les frontières sont pas si nettes que ça, et on voit souvent des cas qui sont des combinaisons, en fait, de ces différentes catégories. Ce qu'il faut retenir, c'est que le burn-out est un déséquilibre qui fait pencher la balance dans le rouge, et ce déséquilibre, il y a une infinité de manières d'y arriver, il est finalement très personnel, déjà parce que ce qu'il va y avoir dans les deux plateaux, les contraintes et les ressources,
est quelque chose de très personnel, ça va dépendre de chaque personne, mais aussi parce qu'il y a une infinité de possibilités d'arriver à un équilibre, à un déséquilibre. On peut avoir de très faibles contraintes et en même temps ne pas avoir du tout de ressources ou presque et être en burn-out, et en même temps on peut suivre un rythme de folie toute sa vie, mais avoir tout ce qu'il nous faut du point de vue des ressources et maintenir un équilibre comme ça. Il n'y a pas vraiment une réalité, une vérité, mais ça va dépendre de chaque personne. Allez, on est parti pour une liste de facteurs qui peuvent mener au burn-out. Je précise juste que le but n'est pas de dresser une liste exhaustive des causes possibles du burn-out. C'est de toute façon impossible, il existe autant de burn-out différents qu'il existe de personnes. Le but est plutôt de donner une idée du mécanisme qui conduit au burn-out en l'illustrant par des exemples, par des causes possibles qui sont en fait les causes les plus fréquentes, ou on trouve le plus souvent chez les personnes qui font un burn-out. Je précise également que les facteurs peuvent venir de partout, à la fois de l'environnement professionnel et de l'environnement personnel. Il ne faut pas croire que le burn-out est dû uniquement au travail. Il y a des burn-out qui sont dus uniquement à des facteurs qui viennent du travail, il y a des burn-out qui sont dus uniquement à des facteurs qui n'ont rien à voir avec le travail. Il existe des burn-out parentaux, des burn-out conjugaux, des burn-out de l'étudiant, des burn-out du chômeur, mais dans la plupart des cas, quoi qu'il en soit, le burn-out est dû à la fois à des facteurs professionnels et personnels. Je précise enfin que les facteurs que je vais présenter ne sont pas présents chez toutes les personnes qui font un burn-out, évidemment. Commençons par les facteurs liés à l'environnement professionnel et déjà parlons des conditions de travail. Dans les conditions de travail, il peut y avoir le rythme de travail, il peut y avoir la pression du temps, les deadlines, il peut y avoir la surcharge de travail. Il faut savoir que plus de la moitié des salariés en France estiment avoir une surcharge de travail, ce qui montre un mal-être profond. Ça peut aussi être des horaires trop longs. Et là, je répète que le burn-out n'est jamais créé par un seul facteur et que ce facteur n'est pas forcément extrême. On entend parfois dire « moi, je peux pas faire de burn-out, je bosse pas 12 heures par jour ». Mais en fait, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui bossent 12 heures par jour toute leur vie et qui ne feront jamais de burn-out. Il y a des personnes qui font des burn-out en bossant 35 heures par semaine, voire en bossant à mi-temps. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont incapables de tenir un rythme de travail normal, voire restreint. Non. On est tous différents, on a tous des contraintes et des ressources différentes qui nous affectent différemment, et ça n'a strictement rien à voir avec notre valeur ou notre force intrinsèque. Et de toute façon, essayer de déterminer les risques de burn-out en ne regardant qu'un seul facteur, je dis les horaires de travail, ça peut être autre chose, ça ne veut strictement rien dire. Il y a des facteurs également liés à l'organisation, ça peut être des ambiguïtés dans la définition des rôles, quand on ne sait pas exactement où commence et où s'arrête notre mission, quand on ne sait pas à qui s'adresser en fonction de tel et tel besoin, ça peut être des contradictions, des personnes qui ont plus ou moins les mêmes définitions de poste, des trous dans la raquette où personne n'est vraiment en charge de cet aspect-là, ça peut être des process qui s'empilent et qui s'empilent et qui s'empilent et qui finissent par dire tout et son contraire et on ne sait plus exactement ce qu'on est censé faire. Ça peut être de l'isolement, du manque de soutien social, du manque de solidarité, quand soit les équipes, soit les personnes se livrent à des guerres de clochers, chacun pour soi et ça se tire dans les pattes. Ça peut être aussi un style managérial inadapté. Alors, il y a des styles de management qui sont à la ramasse, qui sont mauvais, quelle que soit la manière dont on les regarde. Je pense au style de management tyrannique, vraiment par la terreur. Ça, c'est sorti tout droit du XXe siècle, voire du XIXe, et ça n'a aucune place au XXIe siècle. Il n'y a aucun chercheur sérieux qui défend ce type de management. Mais le cas le plus fréquent, c'est pas un management vraiment mauvais, parce que voilà, à un moment, personne n'est parfait, aucune organisation n'est parfaite, c'est normal. Mais pour autant, ça se tient. Mais le management peut être inadapté dans le sens où ça ne correspond pas aux besoins de la personne. On a tous des besoins différents. Une personne peut avoir besoin de beaucoup d'autonomie et une personne, au contraire, qu'on l'accompagne énormément dans ce qu'elle fait. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il peut y avoir un management qui est inadapté à la personne et qui peut être, selon quelle figure, soit une ressource, soit une contrainte. Il y a les facteurs liés à l'environnement de travail. Ça peut être le bureau, qui est pas assez spacieux, ou dans lequel il faut se battre pour avoir une place assise dans l'open space parce qu'il n'y a pas de poste attribué. Ça peut être lié au télétravail, c'est-à-dire que souvent on n'a pas la possibilité, on n'a pas la flexibilité nécessaire pour en faire, ou des fois il y a trop de télétravail. On nous impose d'être en télétravail alors qu'on préférerait être au bureau. On aimerait se réunir en face à face avec les collègues. Ça peut être des contraintes liées aux salles de réunion auxquelles on ne peut pas accéder. Ça peut être le bruit, un environnement de travail trop bruyant, on ne peut pas se concentrer. On peut pas passer tranquille un appel téléphonique. Ça peut être des contraintes liées au transport, avec des transports difficiles ou trop longs pour venir au travail. Il y a également des facteurs liés aux relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'on parle plus d'organisation, on parle plus de rôle, mais on parle bien des personnes et des relations entre elles.
Et un manager, un collègue, peut être soit une ressource, soit une contrainte selon le cas de figure. Ce qui fait des personnes des contraintes, c'est assez varié là aussi, mais ça peut être des traitements injustes, inéquitables entre les personnes. Certaines sont favorisées, d'autres sont saquées. Ça peut être des discriminations, ça peut être des relations déséquilibrées entre les uns et les autres, ça peut être du harcèlement, ça peut être des personnes qui sont désagréables, voire nocives ou malveillantes. Ça peut être une ambiance qui est morose, voire néfaste dans l'équipe. Il y a également les situations qu'on rencontre, les difficultés, les conflits que l'on rencontre, et notamment avec les personnes. Ça peut être des clients, des patients, soit les conflits avec eux, soit parce qu'on a des cas difficiles à gérer avec eux. Et tout ça, ça fait que certaines professions sont plus à risque que d'autres, et notamment les professions avec beaucoup de sollicitations mentales, psychologiques, affectives. Il y a également les professions avec beaucoup de responsabilités, notamment quand on est responsable d'autres personnes. Il y a également les professions avec des objectifs difficiles, voire impossibles, ou les professions où les ressources sont totalement dérisoires par rapport aux objectifs ou aux défis à relever. Tout ça, ça fait que des burn-out, on en voit beaucoup chez les médecins, chez les professionnels de santé, les professions sociales, les enseignants, les cadres, les entrepreneurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne trouve des burn-out que chez ces professions-là. Il y en a dans tous les métiers, dans tous les milieux. Il n'y a rien qui met vraiment à l'abri du burn-out. Et c'est pas parce qu'un job peut sembler idéal, parce que c'est un job qui fait rêver, parce qu'il est très bien payé ou quoi que ce soit, qu'on est à l'abri du burn-out, et j'ai envie de dire au contraire, parce que justement, ce sont dans ces jobs-là qu'on a le plus de pression, parfois la pression qu'on se met soi-même, et qu'on est le plus susceptible de se donner à fond, et parfois un peu trop à fond. Il y a ensuite des facteurs liés à l'environnement personnel, ça peut être la pression qu'on subit à la maison, quand on a une famille difficile, quand on a un couple conflictuel. Ça peut être la pression sociale de manière plus générale, on reçoit énormément d'injonctions de nos proches, de la société de manière générale. Il faut se marier, il faut avoir les enfants, et quand les injonctions ne suffisent pas, on s'ajoute nous-mêmes des propres contraintes, des choses qu'on interprète. Il faut refuser toute erreur, il faut refuser tout défaut, parce que les autres sont parfaits, les autres réussissent tout, les autres sont forts. Pourquoi est-ce que moi je serais différent? On réalise pas que les autres se disent exactement la même chose et qui s'efforcent de masquer toutes leurs erreurs et tous leurs défauts pour justement qu'on ne remarque pas non plus qu'ils sont faillibles comme tout le monde. Et voilà, et finalement on se met cette sorte de pression les uns les autres. On poursuit également des idéaux souvent fantasmés qui deviennent écrasants à la longue. Et puis il y a également toutes les charges que l'on a, ça peut être les charges à payer, ça peut être les personnes qu'on a à charge, et c'est également la charge mentale, n'avoir jamais l'esprit libre, n'avoir jamais un moment à soi, c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à penser, quelque chose à faire, on a toujours une responsabilité qui pèse sur nos épaules, et cette charge mentale, elle peut être tout autant personnelle que professionnelle. Et pour moi, toutes ces choses-là, en fait, expliquent en partie pourquoi il y a plus de burn-out chez les femmes que chez les hommes. Parce que les injonctions au quotidien sont plus fortes sur les femmes, parce que la charge mentale est plus forte chez les femmes qui, souvent, doivent supporter justement cette charge mentale du foyer. On a parlé de ce qui pèse les contraintes, mais le burn-out est un déséquilibre. On va maintenant parler de l'autre plateau, c'est-à-dire les ressources, ou plus précisément, puisque l'on parle des causes du burn-out, on va parler des ressources qui manquent, c'est-à-dire des choses qui pourraient nous soulager, mais qui, par leur absence, par leur manque, contribuent au burn-out. Commençons par l'environnement professionnel. Alors les ressources qui manquent dans l'environnement professionnel, elles peuvent prendre plein de formes. Alors sur le contenu du travail, ça peut être un travail pas intéressant, répétitif, peu stimulant. Ça peut être la perte de sens du travail aussi. On se demande de plus en plus pourquoi on fait ça, quel est le sens. On a de plus en plus l'impression de pisser dans un violon, de pédaler dans la choucroute. On se demande pourquoi on se lève le matin, et ça peut aller jusqu'à avoir l'impression que tout fout le camp. En fait, on se dit mais plus rien n'a le sens, le monde part en vrille. C'est ce que racontait Fabien dans son témoignage, et je vous mets le lien là-haut. Du côté du rythme de travail, il y a le manque de pause, le manque de déconnexion, le manque de vacances, ou tout simplement le manque de visibilité, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, en arrivant au bureau le matin, à quelle heure on va finir le soir, parce que ça dépend de tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Ou alors, on peut jamais prendre ses vacances à l'avance, ça doit toujours se faire au dernier moment, parce qu'on ne sait jamais à l'avance s'il y aura un projet à ce moment-là, s'il y aura un client qui aura besoin de nous, etc.
Du côté du manque de contrôle, il y a le fait de n'avoir aucun moyen de mesure, aucun moyen d'observer pour savoir si on fait du bon boulot ou pas, pour savoir si on est utile ou pas. Il y a l'absence de pouvoir de décision, ou alors d'avoir aucun moyen d'infléchir d'une manière ou d'une autre les décisions. On est juste là à subir. Il y a le fait de n'avoir aucune visibilité, de jamais savoir comment ça va se passer, où on va, le fait de n'avoir aucun horizon, c'est-à-dire qu'on n'a pas des objectifs intermédiaires, voire on n'a pas d'objectif du tout. On sait pas où on va, on est juste là à courir sur ce chemin sans savoir si ce chemin il mène quelque part, sans savoir si on arrivera à un moment, sans savoir si on va juste peut-être continuer à courir et s'épuiser pour rien en fait. Il y a le fait également de n'avoir aucun moyen, c'est-à-dire qu'on nous présente des problèmes, on nous donne des responsabilités, mais on n'a pas du tout les moyens d'y apporter des réponses, des solutions. Du côté des relations interpersonnelles, on peut manquer d'amabilité, de sympathie, de politesse et de toutes ces choses qui font d'une relation quelque chose d'agréable. Et du côté plus professionnel, on peut aussi manquer de reconnaissance. Alors la reconnaissance, elle prend beaucoup de formes différentes et elle sera pas la même pour tout le monde. Il y a des personnes qui seront plus sensibles à la reconnaissance financière, d'autres qui auront envie d'être mis en valeur, d'autres qu'on leur dise que c'est bien, qu'on les remercie, etc. Il y a beaucoup de manières différentes et souvent une bonne reconnaissance est une combinaison de ces différents aspects. Mais voilà, on peut avoir l'impression que nos efforts ne sont pas reconnus à notre juste valeur, ou alors de s'exprimer et que personne ne s'en rende compte, ou alors qu'ils s'en rendent compte mais que personne ne prend le temps de le dire, personne ne prend le temps de nous remercier, personne ne prend le temps juste de valoriser ce qu'on a fait. Il peut également y avoir un manque d'écoute, c'est-à-dire que ce soit pour parler de ce qui va bien, de ce qui va mal, des projets en cours, des problèmes ou de quoi que ce soit, on ne trouve pas l'oreille pour nous écouter, ce qui fait qu'on se sent très seul. Dans l'environnement personnel aussi, certaines ressources peuvent manquer. On peut avoir un sentiment d'isolement quand on a personne à qui se confier, personne pour nous réconforter, personne sur qui on peut compter. Et cet isolement, il peut être physique, quand on habite seul, notamment, et c'est d'autant plus vrai en cette période de confinement. Il peut être aussi relationnel, soit parce qu'on n'a pas de proches sur qui on peut s'appuyer, soit parce qu'on n'ose pas s'appuyer ou solliciter ces proches-là, mais l'isolement peut aussi être psychologique, c'est-à-dire qu'on se ferme simplement, on refuse de partager, on refuse tout à l'extérieur. Toujours du côté personnel, il peut y avoir le manque de soutien de son entourage, il peut y avoir le manque de pause où on a l'impression de toujours être dans l'action, on peut jamais se poser, le manque de moments à soi où on a l'impression de toujours vivre dans le collectif avec les autres et à aucun moment on a l'impression d'exister par nous-mêmes, à aucun moment on a l'impression de se dire « Ok, ce moment-là, il est pour moi ». Et ça, évidemment, c'est favorisé quand on n'a pas un lieu à soi, on est toujours tout obligé de partager avec les autres. Il y a également le manque de sécurité financière, le manque de moyens financiers de manière générale. La vie sentimentale aussi peut, bien sûr, jouer un rôle dans le burn-out, soit par son inexistence, soit par son inconsistance, ou par les difficultés que l'on connaît dans le couple. Et puis, les différentes situations qu'on rencontre peuvent contribuer au burn-out. Alors, je vais pas lister l'ensemble de ces situations, la liste est littéralement infinie, mais je vais parler notamment d'un cas qui est la culpabilité. La culpabilité joue un rôle très important dans le burn-out, on y reviendra, mais certaines personnes ont particulièrement la faculté, on va dire, de culpabiliser pour tout et n'importe quoi, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, et à garder ça gravé au fond d'elles. Je fais partie de ces personnes, et il m'arrive parfois de culpabiliser, de paniquer en repensant un truc vraiment sans aucune importance qui s'est passé il y a 15 ans. Et ça, c'est un poids énorme que l'on traîne et qui peut peser très lourd dans la balance du burn-out. J'ai dit qu'aucune profession, aucun milieu ne mettait à l'abri du burn-out, mais pour autant, on n'est pas tous égaux face au burn-out. Il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres. Alors, ce ne sont pas forcément celles auxquelles on pense en premier, ce ne sont pas les faibles, ce ne sont pas les fainéants, ce ne sont pas juste les bourreaux de travail qui bossent 15 heures par jour en oubliant de manger un jour sur deux. On va dépasser les idées reçues si vous voulez bien, et on va parler de ce qui rend une personne un peu plus à risque concernant le burn-out. Dans les aspects de notre personnalité qui peuvent jouer face au burn-out, il y a nos valeurs, notre culture, notre éducation, notre manière de faire, de fonctionner. C'est-à-dire que les personnes les plus à risque vont être les personnes qui ont une très forte valeur travail, une très forte culture de la performance, et je parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo du perfectionnisme. Il y a les personnes également qui attachent énormément d'importance
au regard, à l'avis, au retour des autres. Il y a aussi les personnes avec de très fortes valeurs personnelles. Il y a enfin les personnes pour qui le travail est la principale composante de leur vie. Et une fois encore, c'est pas juste une histoire de temps de travail. Le travail peut être la principale composante de notre vie, même en travaillant 35 heures par semaine. Je traiterai de tous ces sujets et du portrait robot de la personne en burn-out dans une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, ou si la vidéo sur le perfectionnisme vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne et faire la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand les prochaines vidéos sortiront. Dans les aspects liés à notre personne qui peuvent contribuer au burn-out, il y a aussi notre santé physique. Que l'on ait une maladie chronique ou que l'on soit malade à un moment, ce sont des choses qui nous fragilisent et donc qui peuvent favoriser le burn-out, sans compter bien sûr l'aspect psychologique, puisque cette maladie peut s'ajouter aux contraintes que l'on a à gérer. Je dis juste un mot de la fatigue. La fatigue, certes, nous fragilise, mais pour moi, c'est pas vraiment une cause du burn-out, puisque c'est plutôt une conséquence, c'est plutôt un symptôme. C'est-à-dire que la fatigue est à la fois une conséquence de certaines causes du burn-out et une conséquence du burn-out lui-même, puisque quand le burn-out est déclaré, on se retrouve totalement vidé, sans aucune énergie, et cette fatigue-là est bien la conséquence du burn-out et pas la cause. Tout aussi importante que la santé physique, voire plus, il y a la santé mentale. Je vous arrête tout de suite, santé mentale, ce n'est pas un gros mot, parce que, je sais pas pourquoi, quand on parle de santé mentale, on a tout de suite l'étiquette fou qui nous vient à l'esprit, mais non, il n'y a pas que les fous qui ont une santé mentale et qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça pose un vrai problème, parce que la santé physique, on s'en préoccupe, on la regarde un peu, la santé mentale, en revanche, c'est totalement tabou, on la regarde pas, on n'en parle pas, alors que tout le monde, à un moment ou à un autre, aura des problèmes de santé mentale, et la plupart d'entre nous, d'ailleurs, en a déjà eu un certain nombre. Forcément, je veux dire, c'est humain, c'est normal. Donc il faut savoir prendre soin de notre santé physique et de notre santé mentale. Et ça tient en 2 points, c'est déjà s'écouter, c'est-à-dire que notre corps et notre esprit nous envoient des signaux, il faut apprendre à les reconnaître, à les détecter, à les écouter, à les prendre au sérieux, et le 2e point, c'est juste de s'entourer. Médecins généralistes, psy, spécialistes, il y a des gens qui peuvent nous aider à identifier et à traiter les différents signaux que l'on reçoit. Le rôle de la santé mentale dans le burn-out est toujours essentiel, mais il est particulièrement important dans certains moments, que ce soit un deuil, une rupture difficile, ou toute épreuve qui va nous éprouver particulièrement. Je présente souvent le chemin qui mène au burn-out comme une pente glissante et la manière dont on va réagir sur cette pente, la manière dont on va réagir aux prémices du burn-out va déterminer si on va réussir à s'en sortir, à remonter petit à petit la pente, ou au contraire, si on va la dévaler encore plus vite, si on va s'y précipiter d'être baissé. Une des réactions les plus fréquentes et les plus désastreuses au burn-out, c'est le déni. Non, je ne suis pas en burn-out, non, je ne peux pas être en burn-out, non, je ne peux pas faire un burn-out. Ce sont des choses qu'on entend extrêmement souvent chez les victimes de burn-out au tout début, et c'est d'autant plus dommage que ce déni, il est dû juste à la méconnaissance du burn-out. Si on sait ce qu'est le burn-out, on ne peut pas être en déni parce qu'on comprend les risques que l'on a, et c'est incroyable le nombre de personnes qui correspondent quasiment en tout point à ce que j'ai dit. Les personnes à risque, les causes qui peuvent mener au burn-out, etc., qui s'imaginent que non, elles ne peuvent pas faire de burn-out, elles n'ont absolument aucun risque. Et je dis pas que ces personnes-là vont forcément faire un burn-out, la plupart probablement pas, et c'est tout ce que je leur souhaite, mais que ces personnes-là se disent qu'elles ne peuvent pas faire un burn-out, c'est juste qu'elles se voilent la face. Et le problème de ce déni, c'est tout simplement qu'on ne réagit pas et à la place on fonce tête baissée dans le mur. La culpabilité est aussi une réaction classique au burn-out, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'idées reçues qui mettent les malades du burn-out en coupables de leur propre souffrance plutôt qu'en victimes, qu'on a tendance à se dire que tout est de notre faute. Pour les personnes qui ont une situation confortable, ou alors un boulot qui fait rêver, ou un boulot qui les passionne, il y a en plus la culpabilité de se dire on devrait être heureux, on devrait se sentir bien, tout devrait aller bien, on devrait y arriver, alors pourquoi est-ce que ça va pas? Et on se sent mal de se sentir mal. Mais qu'on soit clair, quel que soit le contexte, personne n'a le devoir, personne n'a l'obligation de se sentir bien. On a tous des difficultés à un moment ou à un autre, et on comprend pas forcément toujours ces difficultés, parfois les raisons nous échappent, mais il n'y a pas de critères qui font qu'on est obligé de se sentir bien, on a tous le droit d'avoir des moments difficiles, des moments de faiblesse, c'est normal, c'est humain.
Et la conséquence de cette culpabilité, c'est qu'évidemment, on va en parler à personne, ni aux collègues, ni aux amis, ni à la famille. On va donc s'isoler et se mettre en situation de n'être aidé par personne. Le burn-out s'accompagne aussi généralement d'une perte de confiance en soi, c'est-à-dire qu'on perd confiance en nos capacités, en nos compétences, et ça peut nous paralyser, ça peut nous empêcher de prendre des actions pour redresser la barre, et ça peut aussi nous enfoncer encore un peu plus dans la culpabilité. Pour ma part, j'ai eu de la chance, entre guillemets, dans ce processus, parce que j'avais des proches qui avaient déjà fait un burn-out, donc j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait, j'ai pu l'accepter, j'ai pas culpabilisé, j'ai pas perdu confiance en moi, toute proportion gardée bien sûr, parce que quand on se retrouve à ne pouvoir bosser que 2 heures par jour et encore au prix d'efforts colossaux, forcément on se pose des questions, mais j'ai quand même pu réagir et concrètement arrêter ma boîte, parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais foncé dans le mur, je serais jusqu'au point de rupture, et ça aurait été un désastre, pour moi évidemment, mais pour ma boîte, pour mon associé, pour mon équipe, pour ma famille, alors que là, j'ai pu prendre les choses en main. Je dis pas qu'il est toujours possible d'éviter le burn-out. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai déjà un burn-out. Je dis pas qu'il est possible d'éviter toute souffrance, j'en ai bavé. Mais en attendant, il est possible de faciliter les choses, il est possible de rendre ça plus simple, moins douloureux pour tout le monde. Mais en tout cas, quand on sait ce qu'est un burn-out, on est capable de beaucoup mieux réagir et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Des personnes en burn-out m'ont déjà dit qu'elles se sentaient faibles, qu'elles avaient honte en fait en se comparant à d'autres personnes qui, elles, avaient trimé toute leur vie et qui avaient jamais fait de burn-out. Sauf qu'on peut pas comparer en fait. Un burn-out, c'est pas juste un poids qu'on porte et on est assez fort pour le porter ou pas, c'est un problème d'équilibre, c'est un problème de balance et on peut pas comparer des balances. Déjà parce que la composition même des balances change. Selon la personne, un élément sera sur un plateau ou sur l'autre et pèsera plus ou moins lourd. Mais en plus de ça, évidemment, ces éléments sont très nombreux et dans des rapports de force totalement différents d'une personne à l'autre. Et tout ça, ça ne peut pas se comparer. Si vous avez fait un burn-out et une autre personne non, ça ne veut pas dire que vous êtes plus faible, ça veut juste dire que vous avez des vies différentes et que vous êtes des personnes différentes. Quand on connaît la complexité de nos vies, la complexité de nos personnalités, la complexité du corps humain, on se rend compte que ça n'a juste aucun sens d'essayer de comparer tout ça. Quand on comprend mieux les causes du burn-out, les profils à risque, le mécanisme qui y conduit, on comprend que le burn-out, c'est pas le signe qu'une personne est trop faible, qu'elle manque de volonté, de caractère, mais au contraire, ça va concerner les personnes qui en veulent, les battants, les jusqu'au-boutistes, les perfectionnistes. Et Freudenberger, un des pionniers de la recherche sur le burn-out, appelait d'ailleurs ça la maladie du battant. Et le burn-out, c'est pas non plus une faute, ça sert à rien de s'auto-flageller parce qu'on a fait un burn-out. Il faut comprendre en fait que pour beaucoup d'entre nous, notre éducation, qu'elle vienne des parents, de l'école, de nos études, elle nous a conditionnés, elle nous a programmés pour foncer droit vers le burn-out. Ce qui fait qu'au final, on tombe dans le même piège que des milliers de personnes avant nous, il n'y a pas de honte à avoir de ça. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre justement cette programmation qui nous a menés là, pour décortiquer ça et petit à petit reconstruire des bases plus saines et retrouver un meilleur équilibre. C'est important de comprendre qu'il y a toujours plusieurs facteurs à l'origine du burn-out et que d'ailleurs ces facteurs peuvent sembler insignifiants ou du moins pas extrêmes et que tout ça va se jouer sur une longue durée. Parce que, en fait, on peut avoir tendance à penser que en regardant un aspect, en gardant cet aspect sous contrôle, on va éviter tout risque de burn-out. C'est souvent le cas avec les horaires de travail, avec la charge du travail. Il y a des personnes qui se disent non, mais je ne risque pas le burn-out parce que ça, je le garde sous contrôle. Alors que malheureusement, c'est pas aussi simple. Pour faire un burn-out, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de secteur d'activité, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de taille d'entreprise, il n'y a pas de niveau de responsabilité. Ça peut toucher n'importe qui. Parce qu'il y a tant de manières différentes d'être en équilibre ou en déséquilibre, il y a tant de facteurs différents, il y a tant de manières différentes de percevoir, de vivre ces facteurs. Et ces facteurs-là, en plus, on les voit pas forcément. Ça peut sembler insignifiant, on a de toute façon le nez dans le guidon, donc on les voit pas arriver. Et le burn-out, il arrive sournoisement, il se glisse petit à petit, et avant qu'on s'en rende compte, il a envahi nos vies. Donc, ces facteurs, ces causes sont essentielles pour comprendre ce qu'est le burn-out, comprendre avant de faire un burn-out, comprendre une fois qu'on a fait un burn-out, mais ce sont pas les meilleurs outils pour détecter, pour repérer le burn-out.
Concrètement, on ne peut pas dresser un diagnostic de burn-out ou non juste en regardant les causes. Et plus spécifiquement, on ne peut pas dire « non, je ne suis pas en burn-out » ou « non, cette personne n'est pas en burn-out » juste en regardant les causes. Alors je sais que c'est très tentant et que beaucoup de personnes malheureusement font comme ça, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut regarder en premier, ce sont les symptômes. Donc des troubles de la mémoire ou de l'attention, des troubles du sommeil, des douleurs inexpliquées. Et là, c'est un point de départ pour commencer à investiguer plus en détail le burn-out. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo sur reconnaître le burn-out. Si ça vous intéresse, vous connaissez la musique, abonnement, petite cloche, tout ça. Quand on comprend mieux les causes du burn-out, on comprend pourquoi ce n'est pas une bonne idée de demander à une personne pourquoi elle a fait un burn-out. Déjà parce que ça lui donne l'impression d'avoir à se justifier, et c'est jamais vraiment une bonne idée avec un malade. Si votre belle-sœur vous dit qu'elle a la grippe, vous n'allez pas lui demander « prouve-le ». Ensuite, parce qu'il y a des facteurs très personnels dans le burn-out dont on n'a pas forcément envie de parler. Et enfin, parce que le processus même d'expliquer le burn-out est compliqué. Le burn-out, c'est plein de facteurs différents, petits et grands. Et quand on commence à les énumérer face à quelqu'un, déjà c'est très dévalorisant pour la personne qui explique ça, et en plus, pour la personne en face, ce sera jamais assez, parce qu'elle va toujours attendre la vraie raison. Elle dira, ok, ça c'est un petit truc, 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 et elle va attendre la vraie raison du burn-out. Sauf que, ça fait un certain temps que je parle pour vous expliquer que ça marche pas du tout comme ça, mais quand on le sait pas, on le sait pas, quoi. Donc c'est très difficile pour le malade d'énumérer ces petites causes, pour certaines très personnelles, qui en plus n'ont l'air de rien, et lui donnent l'impression d'être quand même une petite nature, même si, je me répète, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est surtout une mauvaise idée de demander à une personne pourquoi elle a fait un burn-out, parce que, en fait, les facteurs sont tellement nombreux, le processus est tellement complexe, l'effet sur le corps, sur l'esprit est tellement fort, que on sait pas. La vraie bonne réponse à cette question, c'est « écoute, je sais pas, je travaille encore dessus ». Voilà, même si ça fait des mois, on n'a pas forcément encore détricoté totalement la bobine, on ne sait pas forcément tout, ça prend du recul, ça prend de la réflexion, ça prend du temps, avec un psy, un coach, un thérapeute, des proches, et c'est ça qui petit à petit va nous permettre d'avancer, de comprendre. De comprendre, pas d'expliquer aux autres, c'est avant tout s'expliquer à soi-même qui est le plus important. On n'a pas à donner à qui que ce soit des raisons valables, entre guillemets, d'être en burn-out. C'est-à-dire que l'état dans lequel on est, les symptômes parlent d'eux-mêmes. Et une fois que le burn-out est diagnostiqué avec l'aide de professionnels de santé, il n'y a pas besoin de se justifier, de dire « oui, j'ai fait un burn-out, mais il y a de bonnes raisons pour ça ». On a le compte à rendre à personne là-dessus, ni nos collègues, ni nos boss, ni notre entourage, ni surtout nous-mêmes. Donc c'est très simple. Ne demandez pas à quelqu'un pourquoi il a fait un burn-out. En général, vous n'allez pas demander à une personne pourquoi elle a divorcé, parce qu'il y a probablement plein de raisons et la plupart ne vous regardent pas. Pour le burn-out, c'est pareil. Pour finir. Mais alors, je sais, je me lâche un peu, mais en même temps, ça fait vachement longtemps que je parle, donc j'ai besoin. Je disais, pour finir, on a parlé des causes du burn-out, on a parlé du processus, on a aidé à mieux le comprendre, mais il n'est pas inutile de rappeler que si le burn-out est déjà bien avancé, avec des symptômes qui sont nombreux, qui sont très pesants au quotidien, il y a une seule porte de sortie, c'est l'arrêt de travail. Parce que les personnes qui font des burn-out ont une force de leur travail, sont très engagées, etc. Il y a une tentation de ne pas s'arrêter. Non, je suis trop indispensable, non, je ne peux pas. Je vais pas m'étendre dessus, c'est pas le sujet, et j'ai de toute façon déjà traité ça dans une vidéo, je vous mets le lien dessus, si besoin, mais vraiment, n'essayez pas de faire sans cet arrêt de travail, un arrêt de travail long. Il faut dire ce qui est. Parce que faire sans, j'ai envie de dire, il y en a qui ont essayé, ils ont des problèmes. Désolé, je m'étais écroulé, cette vidéo est vraiment épuisante. Mais on arrive à la fin. Merci, juste merci, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien vidéo après vidéo, ça fait plaisir. Si vous avez des choses à dire, évidemment, il y a les commentaires en dessous,
voilà, si j'ai oublié des causes du burn-out qui vous semblent importantes, si vous avez des retours sur la vidéo, sur ce que je fais, allez-y, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à m'améliorer, ça m'aide à mieux vous être utile. Si vous voulez juste faire coucou, faites coucou, ça fait toujours plaisir. Et accessoirement, ça rend la vidéo plus visible sur YouTube. Là, j'ai juste envie de vous dire, prenez soin de vous. On a le temps pour la plupart d'entre nous pendant cette période de confinement, donc prenez soin de vous, écoutez-vous, prenez soin de votre santé physique et de votre santé mentale, c'est hyper important. Merci encore, bon courage et à très bientôt. Salut.